m'appelle Philippe Simet, je suis philosophe et je m'intéresse à la façon dont l'architecture raconte nos modes de vie. Je vous emmène explorer les habitats les plus singuliers de la planète afin d'en découvrir le sens et d'en partager les richesses. Je me trouve à Nyangshui, à l'est de la Birmanie, à 2 heures de vol de Rangoon, la capitale. Cette cité portuaire est le point d'entrée principal du lac Inle, le 2e plus grand lac du pays, d'une superficie de 116 km². C'est là que vivent les Inta, l'ethnie majoritaire de la région, qui compte 200 000 habitants. Il y a 500 ans, les Inta, chassés par les guerres tribales, ont trouvé refuge sur les eaux du lac et y ont développé, au fil des siècles, un mode de vie en symbiose avec l'eau. Traversant le lac Inle qui s'étire sur 22 km de long et 10 de large, entre les montagnes Shan, je me rends tout au sud, dans le village de Pokpar. Comme dans tous les villages sur le lac, les Inta ont développé des activités typiquement lacustres. Mais aujourd'hui, l'afflux de touristes et la pollution fragilisent l'écosystème sur lequel repose leur vie. Maisons, commerces, écoles, ici tout est posé sur des pilotis et entouré d'eau. Comment les habitants préservent-ils l'harmonie de ce mode de vie si singulier? Je me rends chez Menge, descendante d'une longue lignée de cultivateurs et de pêcheurs. Elle est née et a toujours vécu ici, loin de la terre ferme, dans l'une de ces maisons qui semblent tenir au-dessus de l'eau, comme sur des échasses. Bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez vous. C'est du bambou. Ah ouais. Ah ouais, on voit tout est en bambou. Toute la maison est en bambou. Il y a une trentaine de pilotis en tout qui supportent la maison. Ils mesurent 3 mètres et la maison aussi fait 3 mètres. Ah mais j'imagine que la hauteur de l'eau, elle varie selon les saisons, non? En effet. Bientôt, l'eau sera là. Et à la fin de la saison des pluies, elle peut monter jusqu'au ponton supérieur. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a des paliers de hauteur différents. Les 2 pontons là, puis l'escalier. Vous venez visiter la maison? Avec plaisir. Ah, j'adore l'escalier. J'ai enlevé mes chaussures, hein. Ah oui. Voici mon fils. Il est pêcheur. Bonjour. Je suis Philippe. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Je répare mes filets. Une grande pièce. Ici, c'est la pièce commune. Ouais. On habite tous ici avec mon fils et sa femme. Et là-bas, c'est la chambre où tout le monde dort. Ça, c'est le lit de mon fils et de sa femme. Ça, c'est le mien et celui-là, c'est celui de mon petit-fils. Les bambous là qui sont dans l'eau, est-ce qu'ils pourrissent pas? Enfin, ça tient longtemps? Les pilotis durent environ 2 ans. Ensuite, il faut les remplacer. Les cloisons en bambou tiennent 5 ans. Quand je restaure ma maison, je mets toutes mes affaires en tas dans un coin. J'enlève les anciens bambous et je les remplace par des neufs. Ça veut dire que la maison, vous la reconstruisez bout par bout? Oui. J'utilise une hachette pour couper ce pilier, sans toucher à la cloison. Ok. Je l'enlève et j'en mets un nouveau. D'accord. Ah oui, et puis on peut voilà, couper, défaire les nœuds, puis réassembler. Ah, c'est super. Là aussi, je les remplace. Mon fils est aussi charpentier. C'est lui qui a construit la maison avec ses amis. La dimension symbolique, religieuse, les points cardinaux, tout ça, ça a l'air assez important dans l'organisation de l'espace. C'est vrai.
Par exemple, quand on dort, on est tourné vers l'autel du Bouddha, donc vers l'est. D'accord, pour pas manquer de respect au Bouddha, c'est ça? Oui, parce que Bouddha est sacré. C'est pour ça qu'on tourne la tête vers l'autel. Ces maisons de bois et de bambou témoignent de l'effort permanent des Inta pour rendre le lac habitable, comme s'il s'agissait de domestiquer cette immense surface d'eau. Elles sont disposées parallèlement, à la manière de rues qui s'entrecroisent, tissant entre elles un vaste réseau de circulation. Difficile cependant de se repérer dans ce dédale sans adresse. Ongtu, le fils de Menge, propose de m'emmener sur sa pirogue pour me faire découvrir le village et son organisation. Je suis né dans ce village et j'ai grandi ici. Là, est-ce que c'est une école? Oui, c'est l'école du village. J'y allais quand j'étais petit. Mais j'ai dû arrêter à l'âge de 5 ans et commencer à travailler très jeune pour nourrir ma famille. Je suis d'abord devenu pêcheur et ensuite j'ai appris le métier de charpentier. Je pêche depuis toujours. Moi, là, je suis complètement perdu. Comment vous faites pour vous repérer? Je n'ai pas besoin de nom de rue pour me repérer. Je connais les habitants de chaque maison, donc je m'y retrouve toujours. Il y a combien d'habitants ici? Je dirais 200 familles. Vous avez associé des noms à tous les lieux du village. C'est quand même incroyable, ça. Il faut qu'on passe au magasin. Oui. C'est le premier magasin que je vois. On va accoster là. Merci. Voilà. Bonjour. Bonjour. Il y a de tout hein, chez vous. Oui, on a des chips, de l'huile. De l'huile, du riz, des gâteaux, des nouilles. Oui, des nouilles aussi. J'adore. J'adore. J'en mange tout le temps. Ah ouais, c'est super. Ici, c'est l'épicerie du village. Et les habitants du village voisin viennent aussi faire leurs courses. Comment vous vous approvisionnez? Est-ce que vous faites tout livrer ici? Ah, je m'approvisionne au marché et ensuite j'apporte les marchandises en pirogue. Moi, je vais acheter un snack. Ça, j'aime pas trop. Je vais prendre ça. Ouais, ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est du riz sauté. Ah, du riz? Ah oui, oui, très bien, très bien. Ça a l'air bon, hein. Ok. Eh ben, je crois qu'on est bon. Oui, c'est tout. Merci. Au revoir. Bonjour, oui. Bonjour. Hop. Ça y est. On doit y aller. En attendant de retrouver Ongtu, je pars sur le lac avec Tue, sa cousine, et son amie Kenmar, toutes deux cultivatrices. Le lac régit la vie des Inta. Il leur permet de se déplacer, d'acheminer des marchandises, mais avant tout de se nourrir. Il est difficile d'imaginer des pratiques agricoles en milieu aquatique. Et pourtant, les Inta ont développé une technique singulière pour rendre cela possible. Celle des jardins flottants, conçus comme des bandes de terres artificielles, permettant la culture des légumes. Ça, c'est un jardin flottant? Est-ce que ça a l'air vraiment accroché dans le sol? Oui, on y cultive tous nos légumes. Des aubergines, des tomates, des concombres et même des fleurs. C'est un savoir-faire transmis de génération en génération. Alors ces jardins, comment vous les fabriquez? On va chercher des blocs de tourbe sur la rive et on les coupe en bandes pour les aligner.
En fait, chacun coupe sa propre parcelle. Et puis, en dessous, on met une bonne épaisseur d'algues, ce qui permet aux racines d'aller jusqu'au fond du lac. Si le jardin n'était pas accroché, il bougerait avec le vent. Tandis qu'avec ce système, il ne peut pas dériver. Les jardins flottants représentent aujourd'hui un quart de la superficie du lac Inle et constituent la principale ressource économique des Inta. Ils fournissent toute la Birmanie en légumes. Là, on a des tomates à ramasser, nous? Oui, en ce moment, c'est la saison des tomates. Ah oui, elles sont un peu dures quand même, hein. Mais elles doivent mûrir après, merci. Non, elles sont mûres. C'est une variété de tomates vertes. Là, elles sont bien, là, non? Oui, très bien. Là, je vois des jardins immenses qui s'étendent à perte de vue. Mais à qui ils appartiennent? Ils appartiennent aux villageois. Chacun possède une parcelle limitée, mais ce sont les pouvoirs publics qui déterminent la superficie des jardins. On n'a pas le droit de s'étendre au-delà de cette limite. Au milieu du lac, c'est interdit. J'imagine que c'est une production dont vous êtes très fiers. Oui, parce qu'on ne produit pas seulement pour nous-mêmes. C'est aussi devenu notre première source de revenus. Nous produisons en grande quantité. Et si je peux gagner 6 € pour un gros sac, c'est formidable. Pour faire pousser toutes ces tomates, est-ce que vous avez besoin d'engrais chimiques ou de pesticides? Aujourd'hui, on utilise moins de pesticides qu'avant. On a réduit la quantité d'un tiers environ. Mais si on n'en mettait pas du tout, tous les légumes auraient des trous noirs comme ici. Oui, je vois là, ouais. Nous sommes conscients que les pesticides sont néfastes pour l'homme. Mais sans eux, on perdrait toute notre récolte. Eh ben, on en a pas mal, hein? Oui, tu as raison, on en a assez. On va aller les vendre au village. Ah d'accord. On va pas au marché. Non, je préfère les vendre au village. Qui veut des tomates? Oui, moi. On arrive. Bougez pas. Vous en voulez beaucoup? 1 kilo. 1 kilo, elle en veut 1 kilo. Des vertes ou des rouges? Un mélange. Un mélange. Ok. Voilà. Alors en fait, c'est un service de livraison à domicile, mais sur l'eau. Tout à fait. Est-ce que vous voyez l'eau comme quelque chose avec quoi il faut sans cesse composer, ou est-ce que c'est plutôt une alliée? On est lié au lac comme un bébé à sa mère. Je ne peux pas imaginer vivre sans l'eau. Je ne peux pas gagner ma vie ni me déplacer sans l'eau. Le simple fait de voir le lac me remplit de joie. Au fil des heures passées en pirogue, je comprends ce rapport intime au lac. Alors que pour moi l'eau est un obstacle, elle est ici ce qui unit toute une communauté. Élément clé de cette union, les pirogues, à rame ou à moteur, sont partout. Par leur balai incessant, elles tracent sur l'eau d'éphémères sillons. Et le lac, toujours, reste immuable. Ongtou a besoin de réparer sa pirogue avant d'aller pêcher. Je l'accompagne à l'atelier de son quartier. Salut à lâcher. Là, vous êtes en train de fabriquer une nouvelle pirogue? Oui, pour du transport de passagers. Une pirogue comme celle-ci, là, ça vous prend combien de temps de la fabriquer? Pour faire la structure, ça prend 1 semaine. Pour finir complètement la pirogue, il faut compter 1 mois. Si vous faites venir le bois, j'imagine qu'en fait, il vous coûte déjà, au départ, assez cher. Ah oui, c'est cher. C'est environ 1 500 $ le mètre cube. Et du coup, une pirogue comme ça coûte combien? 2 500 $, sans le moteur. Ah oui, c'est un investissement considérable pour une famille. Ah, c'est sûr.
Ok. On mélange. C'est une recette qui est dans ma famille depuis toujours. On mélange 3 ingrédients, la laque, le sable et les bourres de palmier. Waouh. Ça, c'est du pilon. Ouais. On va peindre? Ah, j'adore. J'adore ce boulot comme ça. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Est-ce que c'est des pirogues pour pêcher ou des pirogues pour transporter des touristes? J'en fabrique de 3 sortes. Pour la pêche, l'agriculture et le tourisme. Et depuis quelques années, est-ce que vous voyez des évolutions dans la demande? Oui, tout à fait. On vend de plus en plus de pirogues pour le tourisme, depuis que la Birmanie s'est ouverte. Il y a beaucoup d'agences de voyage, beaucoup de propriétaires qui investissent dans des pirogues pour pouvoir les louer. Cette demande, ça risque de changer la manière dont vous, les Inta, vous vivez sur ce lac, non? Disons que jusqu'à maintenant, le développement du tourisme a été bénéfique pour nous. Mais la consommation augmente et tout devient cher. Les prix ont doublé. Le développement du tourisme, l'augmentation des surfaces agricoles et le changement climatique ont des conséquences sur l'écosystème du lac. Bon, on y va. Je vous suis. La pêche, qui chez les Inta est un art unique au monde, est confrontée à un abaissement du niveau du lac. À peine plus de 2 mètres de profondeur pendant la saison sèche. Angtu et son oncle continuent néanmoins de pêcher. Incroyable, hein, parce que moi j'arrive à peine à tenir debout et toi t'es debout, t'installes les filets et en plus tu rames. C'est facile. C'est facile pour toi, c'est pas facile pour moi. Ça, c'est une technique ancienne pour piéger le poisson. C'est mon grand-père qui me l'a apprise. Elle nous est transmise de génération en génération. J'ai attrapé un poisson. Ah ouais, il y en a un. Je suis heureux quand un poisson se prend dans mes filets. J'adore ça. Aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qu'avant. On en attrape 2 à 3 kilos par jour. Avant, c'était 20 ou 30 kilos. Ces changements, c'est dû à quoi? Pourquoi il y a moins de poissons? C'est à cause de la baisse du niveau des eaux. Est-ce qu'il n'y a pas certains pêcheurs qui sont obligés de développer une autre activité professionnelle? Si, bien sûr. On est obligé de faire autre chose. On conduit les pirogues pour les touristes, par exemple. Le lac Inle est un milieu où hommes, nature et culture ont longtemps vécu en symbiose. Mais cet écosystème exceptionnel est aujourd'hui menacé. Le lac s'assèche, perd de sa surface et se pollue chaque jour davantage. Une prise de conscience et une mobilisation de la communauté sont nécessaires. Le vénérable Sandardika a mis depuis plusieurs années son autorité de moine bouddhiste au service de l'écologie. Vous-même, vous êtes Inta, vous êtes né ici. Comment est-ce que vous avez vu ce lac évoluer? Tu sais, j'ai grandi ici, dans un village sur le lac. Je me souviens très bien que quand j'étais petit, l'eau était bleu turquoise. Elle était tellement pure qu'on voyait au travers. On la buvait même. Aujourd'hui, l'eau est devenue tellement chimique qu'on n'oserait même plus s'y rincer les mains. Pour comprendre l'autre danger qui menace le lac, Sandardika me dit qu'il faut se rendre dans la forêt. Selon lui, son exploitation accrue réduit gravement le rôle protecteur qu'elle a envers le lac. Faute d'arbres pour les retenir, les sédiments s'écoulent en quantité toujours plus grande dans les rivières qui alimentent le lac, réduisant progressivement sa profondeur. Oh là là, il pleut, hein. Là, en quelques secondes, on voit des tas et des tas de terre se déverser dans l'eau. Comment est-ce que c'est possible? Tout ça, c'est à cause de la déforestation et des terres brûlées.
Maintenant, lorsqu'il pleut, la terre n'est plus retenue par la forêt. La déforestation, est-ce qu'elle est due à une agriculture intensive ou est-ce qu'il y a aussi d'autres phénomènes? Oui, il y a plusieurs raisons. Depuis nos grands-parents, la population a fortement augmenté. On a besoin d'accroître les surfaces à cultiver pour pouvoir nourrir tout le monde, mais aussi de plus de bois pour construire les habitations. À cela vient s'ajouter l'effet El Niño. Les pluies augmentent considérablement. Les plantes en souffrent et finissent par mourir. Mais est-ce que les habitants vous suivent dans votre initiative? Oui. Ce qu'il faut, c'est que tous les habitants qui vivent sur le lac et autour du lac se mobilisent pour replanter la forêt. C'est comme ça qu'on protégera le lac. Et c'est pour ça que j'ai monté une association avec des jeunes bénévoles. Petit à petit, on y arrive. Bon, merci beaucoup. Sandardika multiplie les initiatives pour impliquer les villageois dans la préservation du lac. Parmi elles, le ramassage des déchets de toutes sortes qui s'accumulent à sa surface. Quels sont les types de déchets qui polluent le lac aujourd'hui? Les sacs en plastique, les jacinthes et aussi les déchets qui proviennent des jardins flottants. Il y a beaucoup de déchets qui sont jetés par les touristes, mais aussi par les gens d'ici. Lors des nettoyages, la coutume veut que chaque famille envoie un bénévole pour aider à ramasser les déchets. On voit que ce lac, il est en train de se transformer très rapidement. Et je me demandais s'il y avait une prise de conscience collective de la part de tous ces habitants. Oui, bien sûr. Inta veut dire fils du lac. Le lac est notre mère. Ça veut dire que nous ne pouvons pas survivre sans lui. Nous lui devons tout. La relation qui unit les Inta au lac imprègne tous les aspects de leur vie, y compris leurs croyances. Les Inta sont bouddhistes, mais ils vénèrent aussi l'esprit du lac, lié au culte animiste des Nat. Aujourd'hui, c'est la fête de la pagode Phong Dao. Il s'agit de l'événement religieux le plus important de l'année, auquel j'ai la chance d'assister. J'y rencontre Anne, une hôtelière très investie dans la vie de la communauté. C'est très beau, hein, tout ça. C'est vous qui l'avez préparé? Oui, le premier jour du festival, je fais une offrande à Bouddha. Et j'offre un repas complet à toute ma famille, à mes amis, mes collègues et tous mes employés. Ce festival existe depuis 400 ans et ma famille participe à cette cérémonie depuis toujours. Cette fête, c'est un grand moment de réjouissance populaire parce que tous les gens sont venus dès l'aube assister à la cérémonie. Oui, il y a beaucoup de monde. 98% des Inta sont bouddhistes. Vous savez, en célébrant Bouddha, on est récompensé au moment de la réincarnation. Tous les habitants du lac se retrouvent à cette fête durant une semaine. Des statues du Bouddha quittent exceptionnellement le temple pour être transportées par bateau de village en village, associant ainsi à cette célébration celle de l'esprit de l'eau. Est-ce que pour vous, la vie des Inta est indissociable de celle du lac? C'est une évidence pour nous. Le lac, c'est ma terre. Ma maison est ici. C'est la même chose pour tous les Inta, même s'ils sont partis vivre ailleurs. Le lac est toujours dans notre cœur.
Ce n'est pas pour rien qu'on appelle les Inta les fils du lac. Ils participent pleinement de sa beauté. Leurs gestes quotidiens, appris dès l'enfance et transmis d'une génération à l'autre, se confondent avec lui comme s'ils ne faisaient qu'un. Cette unité est aujourd'hui fragilisée, tant le lac fait l'objet de bouleversements économiques et environnementaux. Les Inta maintiendront-ils cet équilibre? Je n'en doute pas, eux qui savent si bien se mouvoir sur l'eau. Bon, moi je crois que je vais prendre quelques petits bonbons pour vous dire la vérité. C'est quoi les bons bonbons? Hein? Ah oui, ouais, il a une très bonne tête. Allez, on prend ça. Vous aimez bien piquant ou pas trop non plus? Moi, piquant. J'en étais sûr. Ouais. Piquant, je peux pas. Moi. Ah, moi, piquant, je peux pas non plus. Ouais, on est pareil.